et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaëlle Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore, pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti! Bonjour à toutes et tous, chères tradupreneuses, tradupreneurs et passionnés des mots. Avant de commencer cet épisode et de vous présenter mon invité du jour, je souhaiterais vous communiquer une grande, énorme, colossale nouvelle. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, le site de Tradupreneur va bientôt fêter son premier anniversaire. Et pour célébrer l'occasion, nous allons, avec ma complice Gaëlle, organiser une conférence en ligne. Son nom ? Entreprendre de A à Z, une semaine d'inspiration et de respiration pour bien vivre de la traduction. Du 30 mai au 3 juin prochain, venez faire le plein d'énergie et de bonnes idées avec chaque jour un thème en lien avec l'exercice indépendant de la traduction, collaboration, argent, santé, stratégie et communication, un atelier préenregistré accessible gratuitement pendant 24 heures et un panel de discussion en direct. Pour découvrir le programme complet ainsi que la quinzaine d'intervenants des ateliers et panels, je vous invite sans plus attendre à vous rendre à l'adresse www.tradupreneur.fr/inscription-du6 conférence-du6 2022. Vous retrouverez bien entendu ce lien dans la description de l'épisode. Après cette annonce de la conférence de Tradupreneur, revenons au sujet qui va nous animer aujourd'hui et qui anime depuis quelques années le secteur de la traduction. Tandis que certains le qualifieront de révolution, d'autres le verront comme une menace et d'autres encore comme un outil supplémentaire. Mais une chose est sûre, la question fait polémique. J'ai nommé la post-édition, c'est-à-dire le processus par lequel un traducteur humain modifie une traduction générée automatiquement par un moteur de traduction automatique. Et pour nous en parler ouvertement, sans chichi ni allergie, j'ai le plaisir d'accueillir un traducteur et post-éditeur du français et de l'anglais vers l'italien, spécialisé en cyclisme, en tourisme et en optimisation de fiches produits Amazon, Enrico Antonio Millon. Bonjour Enrico. Bonjour Aurane. Comment vas-tu ? Il fait beau ici à Lyon aujourd'hui, du coup tout va bien. Eh ben, c'est formidable et au Mans aussi il fait un super soleil. Écoute, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast et pour commencer l'épisode, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu comment tu es devenu traducteur et post-éditeur. Un peu comme dans ta présentation, hein. Moi j'étais tout d'abord, à vrai dire, j'ai travaillé dans la restauration pendant 10 ans, ce qui m'a permis de voyager beaucoup dans le monde, surtout au Canada et aux États-Unis, et aussi en France parce que je suis d'origine italienne. Et après, c'était vraiment un choix vers mes 24 ans de changer de métier. J'ai commencé l'université à Marseille, ex-Marseille Université. J'ai fait mes études en langue étrangère appliquée. Les 3 ans, j'ai pas fait de master et j'ai eu l'opportunité, la grande chance en fait, à la dernière année, à la 3e année, d'aller au Canada et vraiment de faire un échange d'année au Canada où j'étais dans une vraie école de traduction qui m'a apporté beaucoup de connaissances sur le métier. Après cela, j'ai commencé à travailler en tant qu'indépendant et aujourd'hui, je suis traducteur dans le cyclisme, post-éditeur, surtout dans le domaine du tourisme, et je fais aussi des services d'optimisation des fiches produits pour le commerce en ligne.
Et qu'est-ce qui fait que justement tu sois plutôt spécialisé en cyclisme, en traduction et en tourisme, en post-édition, que tu fasses pas par exemple ces deux domaines dans ces deux activités langagières? C'est une bonne question. C'est peut-être le premier conseil déjà que je donne aux écouteurs de cet épisode. C'est-à-dire que quand on fait de la post-édition, c'est mieux de le faire dans le domaine dans lequel on est spécialisé. Pour le moment, moi, je dis que je fais de la traduction en cyclisme parce que aucun client, pour le moment, m'a imposé la post-édition dans le domaine du cyclisme technique. C'est pour cela que je fais pas des post-éditions. Alors que dans le domaine du tourisme, je fais plutôt de la post-édition, effectivement. Et voilà, dans le commerce en ligne, pareil, je fais pas de post-édition, c'est vraiment spécifique dans le tourisme. Et donc oui, pour commencer notre sujet du jour, donc qui tourne autour de la post-édition, j'aimerais avant qu'on plante un peu le décor et qu'on définisse ensemble plusieurs termes pour qu'on parte bien sur les bonnes bases. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la traduction automatique ? C'est très simple, c'est vraiment l'utilisation d'un ordinateur, que parfois on appelle aussi machine, utiliser une machine, pour traduire du texte de façon automatique. C'est-à-dire que on s'en passe en fait de l'être humain pour créer une traduction écrite de façon automatique. Donc c'est le type Google Translate, c'est ça, par exemple un moteur de traduction automatique? Oui, après on parle de moteur de traduction automatique, exactement. Là, quand on parle de moteur, c'est beaucoup plus large. En fait, l'idée de moteur est beaucoup plus large dans le sens que tout le monde pense comme toi, tu viens de dire Google ou DeepL. Ce sont des fournisseurs des moteurs de traduction automatique. C'est simplement mettre le nom d'une entreprise sur une technologie. Alors que en parlant de moteur de traduction automatique, c'est là que quand on va voir l'histoire, par exemple, de l'évolution de cette technologie, c'est là qu'on parle, par exemple, de un moteur à base de règles, un moteur statistique, un moteur neuronal, etc. Mais quand on parle vraiment de moteur, oui, c'est toujours pour penser à cette notion des machines, de robots entre guillemets, qui s'occupent en fait de la phase de traduction. Quand tu parles de technologie, du fait que certains moteurs sont des moteurs statistiques, neuronales, à base de règles, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ces différences entre systèmes de traduction automatique ? Oui, bien sûr. Un ordre de création, c'est-à-dire d'arriver sur le marché, même professionnel. On a eu tout d'abord le moteur à base des règles. Et là, le nom l'indique, c'était des logiciels, c'était des logiciels très basiques où en fait des informaticiens injectaient des règles, donnaient des règles à la machine de façon qu'elle puisse traduire. Sauf que la machine était très figée dans ses règles. Lorsqu'une règle n'existait pas, la machine ne savait pas quoi faire. C'est pour ça que les traductions étaient très littérales, c'était très robotique, et c'était vraiment la première technologie qui est arrivée sur le marché. Et à l'époque, là, on parle surtout de après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide. Cette technologie a été très utilisée, surtout un peu pour des fins d'espionnage. Et après, on a essayé en fait de l'utiliser pour d'autres buts, par exemple un but professionnel, la traduction dans un contexte commercial, dans un contexte vraiment du monde de tous les jours. Mais on a vite vu ses limites. C'est pour ça que la recherche a continué quand même. Et c'est là qu'on est passé du système à base des règles. On a essayé de créer un autre système qui est le système statistique. À nouveau, comme le nom l'indique, la machine, au lieu de se baser sur des règles, elle arrive à prendre déjà un peu de liberté, c'est-à-dire elle fait des statistiques par rapport aux données qu'elle a reçues, parce qu'il faut quand même montrer à la machine tout un tas de données. Par rapport aux données qu'elle a vues, elle fait des statistiques, et du coup, la machine a commencé à créer des propositions de traduction automatique meilleures, et en plus, elle a commencé à prendre beaucoup plus de liberté. En suivant la traduction statistique, on est arrivé à ce qu'on utilise maintenant.
c'est-à-dire la traduction automatique neuronale. Là, on est passé à nouveau à une autre technologie elle est similaire à la statistique dans le sens que on est toujours sur la base d'un moteur qui prend de l'initiative, qui propose lui seul, sans vraiment des règles très, très précises, il propose une traduction automatique. C'est très similaire, sauf que entre la statistique et la neuronale, les moteurs, les ordinateurs, vraiment, ils ont gagné en puissance. L'Internet est vraiment arrivé sur le marché. Internet égale beaucoup de données, des données exploitables en plusieurs langues. Et on a regroupé tout ça vraiment pour créer le moteur qu'on utilise aujourd'hui, qu'on appelle un moteur neuronal. Si on veut faire simple, on peut dire que c'est de l'intelligence artificielle mélangée à l'apprentissage automatique et à tout un tas de données linguistiques qui peuvent être utilisées en fait pour proposer une traduction automatique. Oui, c'est très, très complet et très complexe en fait dans la technologie de la traduction automatique neuronale. Ça peut être complexe, mais aussi très simple. Dans le sens que maintenant on sait que tous les moteurs, plus que 90% des moteurs utilisés sur le marché, c'est des moteurs neuronaux. Et ce qui intéresse à nous en tant que post-éditeurs, c'est que ça soit un moteur fluide, c'est-à-dire que on a la chance en fait que la technologie a évolué au point que aujourd'hui, on peut effectivement utiliser la traduction automatique dans un contexte professionnel. Ce qui n'était pas le cas avant avec les systèmes à base des règles et les systèmes statistiques. Et d'où le problème de beaucoup de traducteurs et traductrices, c'est-à-dire ils ont peut-être essayé déjà la traduction automatique, même il y a 5 ans, même il y a 10 ans, et ils ont des très mauvais souvenirs et ils ne veulent plus entendre parler de ça. Mais tu vois, c'est un peu mon expérience parce que quand j'ai commencé, j'étais au sein d'une agence de traduction qui était aussi en train de développer son propre moteur, qui est très connu. Et c'est vrai que les premiers travaux de post-édition que j'ai pu faire, le rendu, l'output, était vraiment parfois très très mauvais. Il fallait tout refaire, on pouvait vraiment rien garder et on pouvait aussi perdre beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'était pas très valorisant de faire ce type de travail. Et c'est vrai que au départ, moi la post-édition, c'était pas une grande histoire d'amour. Et puis j'ai vu l'évolution aussi de la qualité rendue par la machine. Et c'est vrai que maintenant, pour certains types de textes, on va en reparler plus tard, mais on peut avoir des résultats très intéressants. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes qui participent aussi à mes formations. Et en fait, quand on a une mauvaise expérience, c'est parce qu'on n'a pas utilisé l'outil de la bonne manière. Côté client, parce que, par exemple, tu m'as parlé de cette agence de traduction qui est en train de mettre en place effectivement un processus de post-édition, c'est très bien, mais pas toutes les agences le font. Et du coup, côté client, il faut vraiment mettre en place un système, un processus de post-édition très clair. Et côté post-éditeur et post-éditrice, pareil. Il faut apprendre en fait à se servir de cet outil. Pour moi, toutes les mauvaises expériences, en fait, c'était la mauvaise utilisation de l'outil. Ça vient pas d'autre chose. Et par rapport à la technologie du moteur de traduction, donc j'ai parlé tout à l'heure pour nous donner des noms de Google Translate, et ça on peut dire que c'est un moteur adressé au grand public, un moteur générique. Est-ce qu'il existe d'autres types de moteurs? Est-ce que par exemple des entreprises peuvent développer leur propre moteur pour que ça corresponde plus à leurs besoins? Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, qu'est-ce qui existe sur le marché? Effectivement, tu as parlé de moteurs génériques. Quand on parle des moteurs génériques, à la base, c'est pas pour dire que tout le monde a accès. C'est pas pour dire que c'est gratuit, même si c'est souvent le cas pour les moteurs génériques. En tout cas, on parle d'un moteur qui a été entraîné avec tout un tas de textes dans des différents domaines. Et l'intérêt, c'est que ce moteur soit capable de traduire un peu tout ce qu'on peut lui envoyer. C'est pour ça que souvent, Google ou même DeepL version en ligne, on parle de moteur générique, c'est-à-dire que il connaît un peu tout de tout. Mais lorsqu'on arrive vraiment qu'on veut utiliser la traduction automatique dans un domaine spécifique, je prends toujours mon exemple du cyclisme, là, on a tout intérêt à développer ou quand même créer un moteur de traduction automatique spécialisé
on appelle spécialisé comme si c'était un traducteur spécialisé. Comme moi, je suis spécialisé dans le cyclisme. Pareil, si j'utilise un moteur des traductions automatiques spécialisé lui aussi dans le cyclisme, c'est sûr que la proposition de la machine, elle va être de meilleure qualité. Et si elle est de meilleure qualité, moi, j'aurai moins de travail à faire en tant que post-éditeur. Et il y a aussi une troisième possibilité d'utilisation de la traduction automatique, c'est-à-dire de créer un moteur de traduction automatique personnalisé. Et quand on parle de personnalisé, c'est-à-dire que on personnalise le moteur avec surtout, souvent, avec la terminologie du client. Et l'autre différence, c'est que quand on parle de spécialisé, il y a vraiment une communication entre le moteur et le post-éditeur. Dès que le post-éditeur modifie une traduction ou peut-être plus tard quand on boucle le projet, on envoie en fait la post-édition qui a été faite, on l'envoie à la machine. La machine, entre guillemets, elle voit ce qu'on a modifié et elle essaie de s'améliorer. C'est tout l'intérêt d'un moteur personnalisé. Ça peut être compliqué, mais j'espère que c'est très clair. Et donc pour revenir à la post-édition, c'est quoi exactement? Parce que tout à l'heure j'ai fait une petite définition, mais est-ce que c'est la même chose qu'une révision par exemple? Est-ce qu'il existe différents types de post-édition? Bien sûr, la post-édition, c'est pas comme la révision d'une traduction humaine. Il faut se rappeler que quand on fait de la post-édition, on travaille sur quelque chose qui a été créé par une machine. Et effectivement, il existe deux types, même trois, de post-édition. On parle souvent de post-édition légère et post-édition complète. Et si l'on veut, mais là on n'est pas concerné, on pourrait parler aussi de post-édition automatique. C'est quoi la différence? Je parle avec la dernière parce que on n'est pas intéressé par ce type de post-édition, c'est-à-dire que la machine fait une proposition de traduction automatique et on envoie cette traduction automatique à une autre machine qui va corriger et l'améliorer. L'humain n'est pas dans ce processus, du coup, c'est pour ça que ça nous intéresse pas et c'est pas vraiment utilisé comme technique. C'est juste une idée. Mais c'est quoi les améliorations que cette seconde machine peut apporter à cette première traduction effectuée par une machine? Souvent, le problème principal, c'est vraiment la terminologie. Si vraiment la machine, la traduction automatique n'était pas capable de gérer la terminologie, on la passe dans un logiciel, par exemple, très spécifique pour capter en fait les erreurs de terminologie et, par exemple, améliorer cela. D'accord. Et donc tu parlais aussi de post-édition légère et complète. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre les deux, ce que ça implique? Pour faire simple, une post-édition légère, le but c'est d'améliorer en fait la traduction automatique et créer un texte compréhensible. C'est vraiment la notion de compréhensible qui est très liée à la traduction, à la post-édition légère. On intervient rapidement, c'est-à-dire qu'on lit très rapidement la proposition de la machine et on essaie de l'améliorer, mais très rapidement. Dans le sens que le but, en fait, c'est de comprendre quand le lecteur comprend dans les grandes lignes ce qui se passe, ce qui est décrit dans le texte, alors que dans une post-édition complète, on peut dire qu'on apporte, en tant que traducteur ou post-éditeur, on intervient comme si c'était une traduction, sauf que selon les critères qui doivent être très clairs et doivent être envoyés par le client, d'habitude, en fait, on n'intervient pas sur le style de la machine. Parce que sinon, on perdrait du temps et parce que sinon, autant travailler sur une vraie traduction. Quand on accepte un projet de post-édition, il faut garder en tête qu'il faut garder le maximum, en fait, la proposition de la machine. Le style, son propre style personnel de chaque traducteur, vraiment, il faut l'oublier. Il faut l'oublier quand on fait de la post-édition, parce que trouver la meilleure phrase, trouver le synonyme qui nous plaît, etc., c'est pas dans la post-édition. Dans la post-édition, c'est vraiment respecter le cahier des charges que le client est censé vous envoyer. Mais du coup, quelle modification tu fais quel type de modification à ton texte tu fais en post-édition légère et quelles sont les modifications en plus que tu peux apporter si c'est une post-édition complète?
Une différence très claire, et je reviens toujours sur ça, c'est la terminologie. D'habitude, quand on fait une post-édition légère, souvent, même la terminologie, si c'est pas cohérent, c'est pas grave. Oui, il y a pas de notion d'harmonisation du texte aussi bien au niveau de la terminologie que de la ponctuation, par exemple. Non, non. Il y a vraiment une incohérence dans tout le texte, mais dans la globalité, on comprend de quoi on parle. Au contraire, quand on fait une position complète, là, tout est cohérent. Tout est cohérent, on parle des terminologies, le ton, tout est cohérent. Et ça se rapproche beaucoup d'une traduction humaine, mais la qualité est comparable à une traduction humaine. Mais moi, je le dis à chaque fois, la qualité, elle pourra jamais être égale à une traduction humaine. Et qu'est-ce que tu répondrais? Parce que moi, j'ai fait des projets de post-édition pour des agences et c'était écrit en gras, presque surligné dans l'email, que ça devait être comme une traduction humaine, que ça devait être la même qualité. Qu'est-ce que tu répondrais? Parce que Est-ce que ce client, dans cet exemple, t'avait envoyé en fait des lignes, un cahier des charges, de la terminologie? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Est-ce qu'on acceptait en fait le fait que parfois c'était un ton informel, d'un autre côté informel? Non, il n'y avait pas de cahier des charges spécifique. Ouais. Et pour moi, c'est la preuve en fait, dès qu'on vous demande une qualité égale, pour moi, c'est la preuve qu'ils n'ont pas mis en place un processus de post-édition correct, parce que pour moi, j'interviens pas de la même façon sur une traduction que sur une post-édition. Et si on me demande une qualité égale, autant me demander de faire une traduction, et c'est ce que je réponds. Mais souvent, j'ai l'impression que l'utilisation d'un certain nombre d'agences de la post-édition, c'est pour faire plus de volume, c'est pour gagner du temps, et qui vendent ça justement à leurs prestataires de traduction. Vous allez faire plus de volume, vous allez faire plus de mots, pour au final être payé sensiblement pareil, mais parce que voilà, il y a une nécessité de produire du volume. Ah ouais, c'est exactement ça. Et c'est la place qu'il trouve, en fait, la traduction automatique dans le secteur des services linguistiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les humains n'arrivent plus à suivre toute la quantité de contenu qu'il faut traduire. Si on imagine que maintenant, si on prend par exemple l'audiovisuel, du coup, les films, tous les fournisseurs de streaming, les vidéos, sur YouTube, on parle de 30 000 heures de vidéos publiées chaque semaine. Et là, on parle des vidéos, mais chaque vidéo, il y a quelqu'un qui parle, a priori. On parle des sous-titres, etc. Peut-être qu'on a besoin de sous-titrage. Comment on fait, en fait, à gérer tout ça? Et ça, c'est que le vidéo. Je peux imaginer tous les autres contenus. Autre chose à garder en tête, c'est vraiment cette énorme quantité de volume de contenu qui est créé. Et surtout, ce contenu, il a une vie très courte. C'est pas comme il y a 10 ans ou 20 ans que peut-être on imprimait un manuel. Le produit, peut-être ce manuel, on le lisait vraiment et il pouvait être utilisé pendant 2 ans. Maintenant, même un manuel d'un téléphone, il suffit même pas un an qu'il y a des mises à jour et il faut à nouveau repasser ça dans la traduction. C'est pour ça qu'on trouve en fait le moyen avec la traduction automatique, quand elle est bien utilisée, elle trouve sa place quand il y a vraiment un volume important de contenu et que ce contenu doit être renouvelé continuellement. Et justement, dans quel cadre, par exemple, si on prend la post-édition légère, on verra la post-édition complète après, dans quel cadre ou type de document, type de contenu, on peut faire appel à un service de post-édition légère? Je peux faire l'exemple d'un site internet. Dans un site internet, en fait, on peut regrouper tout type de services linguistiques. Parce que si, par exemple, quand on arrive sur la page d'accueil, là, on passerait plutôt pour une vraie traduction, parce qu'il faut accrocher le client. Plutôt, si imaginons, c'est un site marchand. Quand on est sur la page du produit, peut-être on passe plutôt pour de la post-édition complète, parce que peut-être c'est très pas figé, mais technique. C'est rien de très commercial. Et peut-être on pourrait faire de la post-édition légère pour la question-réponse du site ou le forum, où
Le client a déjà acheté le produit. Il a peut-être envie de voir les avis des autres acheteurs. On peut faire une position légère par rapport aux avis. Et on voit que dans l'avis d'une personne, un commentaire sur un produit, il n'y a rien de très spécifique. Ça se porte très bien, la position légère. Et effectivement, si on imagine qu'avant on faisait de la traduction des commentaires, peut-être, moi pourrais même dire que c'est répétitif, même pour le travail du traducteur. Je la vois aussi, la traduction automatique, comme si une bonne partie du contenu, il peut être traduit de façon automatique et du coup enlever vraiment une notion de répétitivité à certaines tâches humaines. Oui, et ça permet de gagner du temps. Et justement, combien de mots à l'heure on peut post-éditer en post-édition légère et en post-édition complète? Est-ce qu'on a des chiffres sur ça? Est-ce que ça dépend vraiment de la personne, de la méthodologie appliquée? Ou est-ce qu'il y a quand même des tendances générales de nombre de mots à l'heure? Est-ce que tu connais le nombre de mots traduits de façon humaine par heure? Par heure? Oui. Moi, je suis sur une moyenne de 350 à peu Ouais. près. Moi, je suis entre 350 et 500 mots. Mais voilà, moi, je t'ai posé cette question parce que c'est très personnel. Moi, j'aurais pu te dire non, moi, je suis à 600. Mais on ne sait pas, en fait, c'est très abstrait. En tout cas, les chiffres que je vais donner, c'est par rapport à mon expérience. Et par rapport à mon expérience de plusieurs années sur une post-édition complète, j'étais à 750 mots par heure. Et pour une post-édition légère, que j'ai pas fait énormément de projets, et peut-être je pouvais expliquer aussi pourquoi, j'étais plutôt vers les 1000 mots par heure. Et dans ça, j'en profite pour dire, essayez la post-édition complète et peut-être la post-édition légère aussi, mais je déconseille de faire de la post-édition légère parce que c'est vraiment plus rapide, on apporte très peu sa touche personnelle et moi je me sentais entre guillemets moi aussi automatisé tout d'un coup, je lisais rapidement et j'acceptais. Alors que dans une post-édition complète, on peut vraiment apporter sa touche de perfection, par rapport au cahier des charges du client. D'accord. Donc oui, toi et la post-édition légère. Moi, je conseille de le faire. Je conseille d'essayer, hein, parce qu'après, tout dépend de vous et le client. Mais par expérience, on est tellement dans la rapidité et dans des délais très courts que c'est presque impossible d'apporter en fait je dis pas de la qualité, mais sa touche personnelle que tout traducteur veut vraiment donner à ses traductions et post-édition. Et d'ailleurs, dans le marché, mais quand même dans le secteur des services linguistiques, on se demande même, vu que la qualité actuelle de la traduction automatique neuronale est très bonne, on se demande en fait de faire de la post-édition, faire de la post-édition légère, sans regarder le texte source. Parce que de toute façon, même s'il y a des erreurs, même exemple, c'est peut-être des commentaires. Si une erreur se glisse, c'est pas si grave. On va pas. Oui, peut-être que aussi, du coup, cognitivement, c'est plus simple de faire de la post-édition légère sans avoir le texte source. Parce que sinon, t'es tout le temps entre les deux, tu sais. Enfin, en fait, c'est tout le temps des prises de décision aussi en post-édition, savoir quand est-ce qu'il faut modifier ou pas. Et justement, j'avais une question par rapport à la post-édition et la fatigue mentale. Voilà, compte tenu du grand nombre de mots traités par jour, qui est plus important en post-édition qu'en traduction, voilà, moi je me pose depuis pas mal de mois si cette pratique linguistique, est-ce qu'elle consommerait pas davantage d'énergie cognitive pour conduire en fin de journée, en fin de semaine, en fin d'année à une overdose d'informations et pourquoi pas à long terme à un burn-out. Voilà, c'est vraiment une question que je me pose de santé en fait du post-éditeur par rapport à toutes les infos qu'il doit traiter. Est-ce que tu as un avis sur la question? Mon avis, c'est que le fait de faire de la post-édition, moi, ça me relaxait, entre guillemets. Dans le sens que dans le contexte d'une collaboration avec une agence où il avait mis en place vraiment un processus de post-édition et avec laquelle j'ai travaillé pendant plus de 4 ans, changer en fait la gymnastique
mental est passé de la traduction, alterner la traduction et la post-édition, en fait, j'avais l'impression que mon cerveau changeait des tâches. Et tout d'un coup, on sait que quand le cerveau change des tâches, on a l'impression qu'on est mieux, on se repose un peu. Pour moi, c'était très relaxant dans le sens que je savais combien de temps il me fallait pour traduire 2000 mots. J'avais pas à faire d'énormes efforts cognitifs pour trouver la meilleure traduction parce que ça, on le fait pas en post-édition. Pas de recherche terminologique parce que j'avais tous les glossaires. Et moi, j'étais bien. Mais comme tu dis, en fait, je pense que si à la base les choses sont bien faites, si la technologie est bien utilisée, que voilà, tu as des directives, tu as des glossaires, tu as des, voilà, on te dit si faut utiliser le vous, le tu, quels éléments exactement tu dois, sur lesquels tu dois porter ton attention pour les modifier. Je pense qu'en effet, à ce moment-là, tu t'enlèves de la charge mentale. Mais j'ai l'impression aussi que cette charge mentale liée à la post-édition est liée aussi à un flou sur la qualité attendue ou sur la tâche en fait vraiment attendue du post-éditeur. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, même la traduction même, elle est pas réglementée. Tout le monde peut être traducteur. Du coup, la post-édition et la traduction automatique arrivent dans un marché qui est déjà très déréglementé. Et j'espère que ça va bouger dans le sens que, au fur et à mesure que la traduction automatique prend vraiment sa place, on arrive effectivement à créer un cahier des charges universel. Pour le moment, ça n'existe pas. Même la notion de post-édition légère et complète, on l'a donnée vraiment pour donner une idée du niveau d'intervention de la part du post-éditeur. Mais même si un client vous dit pour nous c'est ça la post-édition complète, ça veut pas dire que pour le deuxième client ça veut dire la même chose. Malheureusement, c'est très flou. Ouais. Mais il n'y a pas eu dans la norme ISO, c'est la ISO 18587, si je ne me trompe pas, sur la post-édition. Dès 2017. Et ils ont parlé de post-édition, même eux, ils ont parlé que de post-édition complète. Ils parlent presque pas de légère. Et heureusement qu'ils ont sorti cette norme, parce que d'un côté, ils ont essayé en fait de donner aux agences, quelques idées sur comment mettre en place un processus de post-édition. Et pour les post-éditeurs, si vous savez que l'agence elle a vraiment cette certification, cette norme ISO, tant mieux. Peut-être que vous savez déjà et c'est de quoi elle parle quand elle vous parle de post-édition. Du coup, côté post-éditeur, peut-être allez voir si l'agence qui vous parle de post-édition, elle a vraiment mis en place un processus grâce à cette norme. Et aussi une question que je me pose là, pour après, souvent dans un processus de post-édition, il peut aussi y avoir une révision par une deuxième personne de cette post-édition. Ça arrive tout le temps. Et voilà, mais il faudrait aussi avoir des normes par rapport à cette révision parce que il arrive, moi ça m'est arrivé de relire les traductions et que je savais que c'était de la post-édition, mais l'agence ne me l'a pas dit. Et du coup, à ce moment-là, à quel curseur, c'est toujours ça, quel curseur on active dans notre révision, parce que c'est pas la même chose si on révise une traduction humaine qu'une post-édition, on peut pas... Non, tout à fait. Tout à fait. Il faut se rappeler aussi qu'après une post-édition faite par le post-éditeur, quand on envoie la post-édition à l'agence, a priori, il devrait y avoir une sorte de révision, c'est-à-dire qu'on vérifie que tout est correct. Sur le papier, ça devrait être comme ça. Oui, mais je sais bien que oui, il y a certaines fois... Moi, j'ai reçu voilà des exigences où dans mon email de projet, on me disait que faites très attention, on veut une super qualité parce qu'il y aura pas de révision derrière, ce sera directement livré au client. Et là, j'étais plutôt, je préfère quand on me le dit que quand on me le dit pas, parce que j'imagine que dans pas mal de cas, c'est des pratiques qui se font. De pas avoir de révision derrière, mais on ne le sait pas. Mais au moins, quand on le sait, on est prévenu. Tout à fait, en fait. Le problème, c'est un manque de communication, mais après, entre nous et le client, l'agence, pour moi, il faut pas hésiter à poser des questions, même à essayer vraiment de chercher vraiment les détails pour que on arrive à capter, en fait, si ils sont en train de nous vendre vraiment une traduction, une post-édition, une révision. Il faut vraiment poser des questions pour que
vraiment l'agence, pour comprendre si l'agence fait bien son travail. Mais en tout cas, pour revenir sur cette notion de qualité, pour moi, si on vous demande la qualité égale, peut-être dans votre tête, dites-vous, oui, mais n'apportez pas le même effort que vous apportez en traduction. Peut-être qu'à la fin du processus de post-édition dans une agence, la qualité est égale. Mais parce que la traduction automatique a travaillé, et c'est une bonne traduction automatique, un bon moteur, le post-éditeur y a travaillé dessus jusqu'à 80%, et il a fait de son mieux. Après, on a ajouté aussi la phase de révision finale, qui a complété avec les autres 20%. Mais il faut pas que tout soit sur nos épaules, quand on nous dit qualité égale. Tout à fait. Et justement, pour parler, souvent les agences vendent aussi la post-édition comme le fait de pouvoir faire plus de volume et appliquent un tarif moindre que la traduction. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents tarifs qui sont appliqués dans le secteur ? Le mieux, c'est vraiment de demander un tarif horaire, comme ça arrive souvent dans la révision. Pas tout le temps. Et c'est souvent pas le cas, je le sais. Mais au moins demander, ça fait pas de mal. Le problème, c'est que on est dans le business. L'agence a besoin de savoir tout de suite si elle est rentable. Et c'est pour cela qu'on applique, comme pour la traduction, très souvent, un tarif homo-source. Et sinon, l'autre option, c'est des options vraiment sur papier que personne n'utilise. On parle souvent de le tarif à la modification. Mais là aussi... Ah, c'est quoi ça exactement, le tarif à la modification ? En fait, si dans un segment, on modifie rien, entre guillemets, on n'est pas payé. Si dans le deuxième segment, on modifie 20%, on est rémunéré pour ce 20% qu'on a modifié. C'est très compliqué à mettre en place. Ils l'ont proposé. De toute façon, les agences, ils vont jamais adopter cela parce que c'est un peu comme le tarif horaire. C'est à la fin du travail du post-éditeur qu'on va savoir combien on va payer. Du coup, à la base, c'est vraiment un tarif homo-source et peut-être tout, vous le savez, c'est un tarif vraiment réduit à la baisse parce que souvent on se base sur le tarif homo-source en traduction et on enlève un certain pourcentage par rapport au type de post-édition qu'on nous demande. Et souvent c'est 40-50%, enfin c'est... C'est aléatoire parce que, comme on a dit, rien n'est réglementé. Mais pour moi, ce que vous devez garder en tête dans tout ça, si on vous demande un 30% en moins ou un 40% en moins, ça veut dire que vous devez être 30 ou 40% plus rapide. Pour l'être, essayez vraiment de tirer parti de toute la technologie que vous avez à disposition. Les glossaires, par exemple, il faut alimenter son propre glossaire, peut-être créer une deuxième mémoire de traduction, paramétrer l'outil des TAO, etc., pour faire en sorte que, à la fin, on soit gagnant, dans le sens que on travaille plus rapidement de ces 30% ou 40%, et pour nous, il n'y a pas aucune différence. D'accord. Et là, on a plus vu la post-édition côté agence, côté quand on est traducteur indépendant, on reçoit un projet de post-édition, la traduction automatique a déjà été appliquée, et nous, notre travail, c'est de faire les corrections nécessaires pour arriver à une qualité finale de post-édition attendue. Est-ce que quand on est en tant qu'indépendant, est-ce qu'on peut aussi se servir des outils de traduction automatique dans son travail, dans ce que tu appelles toi aussi la traduction augmentée, comment on pourrait aussi se servir de cet outil dans notre quotidien? Tout à fait. En fait, il faut pas limiter la post-édition, en fait, et la traduction automatique aux agences de traduction parce que ils nous imposent en fait un projet de post-édition. Une fois qu'on a appris à intégrer la traduction automatique à son outil de TAO, peut-être parce qu'on paye aussi un abonnement, peut-être parce qu'on a vraiment choisi le bon moteur par rapport à sa combinaison linguistique et à son domaine d'expertise, moi je peux le proposer, ce service de post-édition aussi aux clients, peut-être qu'ils ont vraiment un budget plus restreint parce qu'il faut aussi regarder la réalité, c'est-à-dire que pas tous les clients ils ont de l'argent. Peut-être une petite entreprise qui elle veut quand même passer par un professionnel, mais qu'elle peut pas effectivement payer une vraie traduction. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas proposer à ce client direct un travail de post-édition tout en lui expliquant les différences
Et moi, je le fais tout le temps. Et souvent, c'est le client même qui me dit, soit il me dit, on a déjà essayé la post-édition, on préfère faire de la traduction à 100%, soit on me dit, effectivement, je préfère passer par la traduction. Et cette notion, oui, une fois que nous avons l'outil, je le fais pour les outils des TAO aussi, hein. C'est vrai que les agences imposent très souvent l'utilisation d'un outil des TAO, mais si un client demain arrive pour la traduction d'un manuel, je suis le premier à passer par l'outil des TAO pour mettre en place le processus de traduction. Pareil pour la traduction automatique. Si vraiment j'ai appris à l'utiliser et j'ai fait le choix d'un moteur de traduction automatique, pourquoi ne pas l'utiliser pour les clients directs et proposer vraiment un éventail de services différents. Pour finir, cette notion de traduction augmentée dont moi j'ai inventé, c'est pas que maintenant moi je parle de traduction augmentée au client, non, c'est juste j'ai mis un joli nom à l'utilisation en fait de la traduction automatique lorsqu'on fait la traduction normale. C'est-à-dire que dans mon outil de TAO, à côté des mémoires des traductions et à côté des glossaires, j'ajoute la traduction automatique. Ça veut pas dire que j'ai fait une post-édition. Parce que la traduction automatique est simplement là, à côté, dans la fenêtre à côté des mémoires des traductions. Et moi, je commence à taper ma traduction comme d'habitude. Et vu que j'utilise Trados, il y a la fonction autosuggest des Trados, qui propose en fait des bouts de phrases, soit de la traduction automatique, soit d'une mémoire de traduction. Et soit je l'accepte, ça peut être un mot, 2 ou 3, et je continue dans ma lancée, c'est-à-dire dans ceux que j'avais déjà en tête. C'est ça que j'appelle la traduction augmentée. Imaginez que le traducteur est aidé, en fait, par la machine à faire une traduction. Oui, parce que comme tu le dis, cette fonctionnalité de suggestion automatique fournie par le logiciel donc Trado Studio, ça permet aussi de gagner beaucoup de temps en faisant sa traduction, parce que souvent on utilise quand même des mots qui sont utilisés par la traduction automatique, et ouais, ça peut être un véritable gain de temps, tout en conservant un véritable processus de traduction. À la base, le premier gain de temps, c'est le fait qu'on tape moins, on tape beaucoup moins sur le clavier. Notre avantage, en fait, et souvent on me le dit pendant les formations, c'est que parfois je sors de mes traductions habituelles parce que elle m'a proposé un synonyme, une tournure des phrases que d'habitude j'utilise pas et que ça allait très bien en fait dans ce contexte. Ça peut servir à ça aussi. Oui, finalement, ça peut servir aussi à nous diversifier ou nous améliorer ou avoir un œil extérieur, un peu comme un collègue, mais un collègue automatique. Oui. Et donc, si on veut mettre ça en place pour nos clients, donc tu disais qu'on peut souscrire à certaines offres en fait qui nous permettent après d'intégrer dans notre outil de TAO le résultat de traduction automatique, par exemple, je pense à DeepL, il y a Modern MT aussi. Il y en a beaucoup de fournisseurs de traduction automatique. On en a plus de 80 sur le marché. mais c'est normal qu'on connaît, d'habitude on en connaît 2 ou 3 parce que ils sont vraiment, nous sommes la cible en fait de ces fournisseurs de traduction automatique en tant que clients. Mais effectivement, ce que j'ai dit tout le temps, c'est que l'utilisation de la traduction automatique, on peut l'utiliser de façon professionnelle. Et pour l'utiliser de façon professionnelle, il faut penser comme un professionnel. Et la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment de se dire que si j'utilise la traduction automatique, c'est pour gagner du temps. Et pour moi, la base, c'est vraiment de l'intégrer à un outil de TAO. Et pour ce faire, 100% des cas, il faut payer déjà, parce que sinon l'intégration est très compliquée. Et sinon, on commence à faire un copier-coller entre une page web et l'outil de TAO, mais on perd du temps. Et puis aussi, autre aspect à vraiment prendre en compte quand on travaille avec des clients directs ou agences ou n'importe qui, c'est aussi la confidentialité des données. Tout à fait. Et de s'assurer qu'on va pas justement mettre des données sur une plateforme de traduction automatique qui après vont être réutilisées. Enfin voilà, donc d'où finalement la nécessité aussi de payer un abonnement pour pouvoir éviter
cette divulgation C'est des données. exactement ça. À nouveau, on est des professionnels. C'est pas parce qu'une agence elle essaie de nous avoir qu'on doit faire pareil avec les agences. Moi, je suis professionnel, je sélectionne mes clients. Mes outils, je paye des licences qui sont très chères et je paye des abonnements pour la traduction automatique, vraiment pour donner un service de qualité. À la base, c'est vrai, comme tu as dit, que quand on paye, outre à la possibilité, en fait, avec l'abonnement, d'intégrer la traduction automatique dans notre environnement de travail, il y a aussi la protection des données. Mais ce que je conseille à tout le monde, c'est vraiment, avant de souscrire un abonnement, lisez les conditions d'utilisation. Très récemment, par exemple, j'ai activé Amazon Translate, le moteur de traduction automatique d'Amazon. Par défaut, même si je paye un abonnement, par défaut, ils allaient réutiliser mes données. Pour savoir ça, je suis allé lire les conditions d'utilisation et j'ai dû faire en fait une démarche en plus pour leur dire non, je veux pas, je suis pas d'accord en fait, cliquer sur un petit bouton pour dire je suis pas d'accord que mes données soient réutilisées. C'est pour dire que c'est pas automatique que gratuit protection des données. Faut vraiment lire et savoir à quoi on s'engage. Oui, c'est un contrat entre vous et le fournisseur de traduction automatique. Étant donné que vous payez, lisez très attentivement toutes les conditions d'utilisation. Donc tu disais tout à l'heure que tu fais des formations, c'est ça, en post-édition? Oui, ça fait presque 2 ans maintenant que je fais des formations sur la post-édition avec la SFT, la Société française des traducteurs. Et je l'ai fait assez régulièrement et apparemment de plus en plus de traducteurs participent à ces formations parce que d'un côté, ils se rendent compte que cette technologie est sur le marché pour rester et d'un autre côté, effectivement, elle propose une qualité telle qu'on peut l'utiliser de façon professionnelle, autant apprendre à l'utiliser. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, vraiment, ils ont vraiment un succès, mes formations sur la post-édition. Oui, moi j'ai reçu plein de retours de personnes qui avaient suivi tes formations et qui m'ont dit « Ah, mais c'est une super formation », notamment de Gaëlle, ma complice sur Tradupreneur, qui d'ailleurs te passe le bonjour. Ah, merci. Et qui avait dit que c'était c'est très gentil. Une formation très intéressante. Très gentil. Et du coup, est-ce que il y a bientôt une nouvelle session de formation en post-édition ou pas encore? La prochaine, ça va être à Toulouse, le mois d'octobre, si je me trompe pas, et une autre très probablement vers l'est de la France, mais c'est pas confirmé. Du coup, je peux rien dire pour le moment, mais il y en a encore deux sessions avant la fin de l'année. Ah, super. Donc, bien noté dans l'agenda si on veut se former avec toi. Écoute, merci. On va clôturer cette section post-édition pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions parce que j'en avais fait plein et c'est vrai que ce sujet est très très florissant, se développe, soulève plein de questionnements, aussi bien côté technique que pratique que mise en place. Que tarifaire, très souvent. Que tarifaire, que la confidentialité des données, etc. Merci donc, à toi de m'avoir invité. Merci. Et donc, on va passer, avant de se quitter, à la rubrique des 3 traduquestions, qui est toujours les mêmes 3 questions que je pose à mes invités. Donc, la première question est la suivante. Quelle ressource, quel outil numéro 1 conseillerais-tu à une tradupreneuse ou à un tradupreneur? Je sais pas si vous le connaissez déjà, mais il s'appelle CalPro. Il est disponible d'ailleurs sur le site de la SFT. C'est à la base c'est un fichier Excel qui nous aide en fait à comprendre combien on doit être rémunéré en fait par nos clients par rapport à notre situation personnelle et professionnelle, par rapport à nos charges, etc. C'est vraiment un tableau pour moi, j'ai découvert trop tard dans ma carrière et qui m'a permis en fait de mettre sur papier vraiment mes tarifs, mon tarif minimum, mon tarif maximum s'il y en a un,
et vraiment mettre en place toute une gestion de mes clients, de mes tarifs et aussi de ma productivité et la rentabilité de mon activité. Oui, je connais cet outil, il est très très utile et voilà, ça permet vraiment de bien fixer les choses, de mettre voilà, toutes ses dépenses, le temps passé par année, ses congés, voilà, faire un calcul global pour calculer sa rentabilité ou combien d'argent on a besoin aussi de générer par mois et quelle tarification horaire ou par mois ça peut impliquer. Et si je me trompe pas, c'est un outil qui a été développé par l'association espagnole ACETRAD. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, et qui a été traduite après par la SFT. Ouais, donc super outil. Alors, ma deuxième question, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale? Mon conseil, c'est vraiment de penser à son activité d'indépendant comme si nous étions une vraie entreprise, en fait, un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut regarder sa rentabilité, comme on vient de le dire avec Alpro. On a en fait le pouvoir de sélectionner les clients. On a le pouvoir de prendre des décisions, d'investir, surtout investir une partie de nos ressources pour développer l'activité. Et ça, je le fais, moi, personnellement, je le fais trop tard dans mon activité, dans ma carrière. L'idée, pour moi, vraiment, je conseille même aux jeunes post-éditeurs, post-éditrices, aux traducteurs, aux réviseurs, n'est pas se voir comme un indépendant, se voir vraiment comme une micro-entreprise, mais nous sommes une entreprise. Oui, parce qu'en plus, la plupart d'entre nous, on exerce en micro-entreprise, donc on est vraiment une entreprise. Et d'avoir cette posture en fait de chef d'entreprise, c'est un peu ça aussi qu'on essaye d'inculquer via le site Tradupreneur. Et je conseille aussi de s'entourer des sites, des collègues, de la SFT, d'un espace de coworking. Ça nous donne vraiment, c'est très simple, mais le fait de s'entourer des gens qui font soit la même activité ou le même type d'activité, c'est-à-dire être un indépendant, ça nous donne l'impression en fait de faire partie d'un système. Ouais, et de pouvoir échanger, tu vois, moi j'exerce au sein d'une pépinière, j'ai mon bureau, mais il y en a une quinzaine d'autres, et puis il y a aussi un espace de coworking. Et c'est vrai que j'ai des collègues qui sont relecteurs, qui sont graphistes, et en fait on se rend compte qu'entre créatifs, on a les mêmes difficultés, on est soumis parfois aux mêmes défis de faire comprendre l'utilité, la valeur de notre travail à nos clients. Et c'est vrai que le fait d'échanger, c'est toujours hyper enrichissant et on grandit avec ça. Et c'est voilà, le fait de porter son entreprise. Et troisième question pour terminer, si tu avais une baguette magique, quel cliché concernant la post-édition souhaiterais-tu voir supprimé? Ah bah, le cliché numéro 1, c'est que la post-édition, c'est une traduction mal payée. Si j'avais la main baguette, sur le premier cliché à faire disparaître, parce que, on l'a dit hein, dans ce podcast, c'est parce que les mauvaises expériences que nous avons eues, que vous avez eues en post-édition, c'est par une mauvaise utilisation en fait de l'outil, tout simplement. Donc tu confirmes qu'on peut être très bien payé en faisant de la post-édition? Oui. Oui. Oh, j'ai travaillé pendant des années en faisant de la post-édition. C'est sûr, c'est sûr. Ah bah c'est une super nouvelle, écoute. Et donc, avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous dire par quels moyens, voilà, les personnes qui nous écoutent peuvent te contacter si elles ont des questions, si elles veulent tout simplement rentrer en contact avec toi? De manière générale, je suis vraiment très présent sur LinkedIn, un petit message, etc. Je suis souvent sur LinkedIn. Et sinon, sur mon site internet, eamtranslations.com, il y a un blog sur la traduction automatique. Oui, que je recommande parce que pour faire cet épisode, je pense que j'ai tout lu et c'est super. C'était des super articles. Donc, allez lire le blog d'Enrico. Merci beaucoup. J'ai pas trop le temps de l'alimenter en ce moment, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'informations et peut-être tu viens de le confirmer. Et mis à part le blog, sur le site, il y a aussi un forum. Et dans ce forum, vous pouvez soit vous-même publier une question, et sinon, vous me contactez. Souvent, je peux publier aussi les questions que certaines personnes ne veulent pas poser sur la traduction automatique, parce que parfois c'est tabou. Mais il y a beaucoup de ressources vraiment sur ce forum. Je vous conseille d'aller le visiter.
Ça marche. Bah écoute, moi je mettrai toutes ces informations, tous tes liens dans la description de l'épisode pour que les personnes puissent facilement accéder à tout ça. Pour ma part, je te remercie grandement d'avoir participé à l'enregistrement de cet épisode. Merci beaucoup. Merci à toi, Oran. Grazie mille. Et puis je te souhaite le meilleur en post-édition, en traduction sur ton vélo ou à traduire sur du vélo pour la suite. Merci beaucoup et à bientôt peut-être. Ciao, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il aura suscité votre intérêt et que notre conversation avec Enrico vous aura permis de démêler les différents concepts entourant l'univers de la post-édition. Traduction automatique statistique, neuronale ou à base de règles, post-édition complète ou légère, moteur de traduction générique ou spécialisé, et de vous faire votre propre idée quant à cet outil. Que vous l'adoptiez ou non, la post-édition est une pratique en pleine évolution, bien décidée à se faire une place sur le marché et à répondre à certains besoins bien spécifiques. Tout comme lors de l'arrivée de l'ordinateur puis des logiciels de TAO, traduction assistée par ordinateur, certains langagiers et langagières se posent la question si la post-édition ne va pas robotiser l'humain et, in fine, le rendre obsolète. Mais à mon humble avis, je pense que cette pratique trouvera progressivement sa place, comme les nouvelles technologies précédentes, dans l'écosystème des traductrices et traducteurs. À nous de bien la connaître et de bien l'apprivoiser pour l'utiliser correctement et intelligemment afin qu'elle serve notre profession et non l'inverse. Petit aparté. Dans quelques jours, c'est mon anniversaire et je change de dizaine. Je vous laisse deviner laquelle. Donc, si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez booster la visibilité du podcast, n'hésitez pas à laisser une note accompagnée d'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en devenant mécène et contribuer ainsi à son développement. Pour ce faire, je vous invite à aller faire un tour sur la page Tipeee de Translucide pour y réaliser une contribution mensuelle ou un don du montant de votre choix. Tout ceci serait pour moi un véritable cadeau et me ferait énormément plaisir. Je vous rappelle également une date importante, la tenue de la première conférence en ligne gratuite de Tradupreneur, Entreprendre de A à Z, inspiration et respiration pour bien vivre de la traduction, qui aura lieu du 30 mai au 3 juin 2022 prochain. 5 journées pour faire un tour d'horizon de l'entrepreneuriat en traduction autour de 5 ateliers et de 5 panels de discussion en compagnie de 20 intervenants de qualité. Au plaisir de vous y retrouver dans quelques semaines, je vous souhaite quant à moi une belle matinée, après-midi, soirée et vous dis à dans un mois pour un prochain épisode. À tout bientôt!